Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre dernier live du mois de juillet. Et pour ce dernier live, nous retrouvons Jean-Christophe Seznec pour le sujet du sommeil, un sujet très important pour chacun d'entre nous, tant pour notre vie personnelle, notre vie professionnelle, notre nous, en fait, tout simplement. Le sommeil est une période de la journée très importante pour notre santé et notre mental. Et je vais laisser la parole maintenant à Jean-Christophe qui déroulera les 50 prochaines minutes autour de ce sujet, comment jardiner son sommeil. Je vous laisse entre deux bonnes mains. Je vous retrouve tout à l'heure pour les questions-réponses. À tout à l'heure. Bonjour à tous, merci à Marie de m'avoir proposé d'intervenir sur ce sujet. Merci à Petit Bambou de donner cette opportunité d'échanger sur ce sujet qui est important, hein, qui préoccupe beaucoup de personnes, qui ne se passent pas toujours comme on veut, tout comme les connexions Internet en ce moment ne passent pas toujours comme on veut. On a fait un test avec Marie, je crois que le son est bien, mais que mon image est un peu pixelisée. Donc j'espère que ça ne sera pas trop inconvenant, mais on essaiera de faire le mieux possible. En effet, le sommeil, ça ne se passe pas toujours comme on voudrait, et c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de gens, qui est source de beaucoup de consultations, qui est source de beaucoup de médicamentation, d'inquiétudes. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on en parle pour remettre les choses en place et, comme on dit, hein, remettre l'église au centre du village. Parce que la lutte que l'on a contre le sommeil, finalement, va aggraver les problèmes du sommeil plutôt que les améliorer. Donc, je vais parler avec vous du sommeil, de différents éléments du sommeil, puis après, je vais vous donner différents conseils sur la manière de gérer au mieux votre sommeil, de l'apprivoiser. Tout d'abord, il faut savoir que notre rapport au sommeil change en fonction des périodes. En 100 ans, on a perdu 1 heure de sommeil parce que la vie de loisir est venue en place, parce que on fait beaucoup d'écrans et que tout ça, c'est des consommateurs de temps de sommeil et de temps de repos. Et puis, le monde du travail a évolué et les journées de travail débordent largement le temps de repos. Alors, il y a des différences culturelles selon les pays, mais par exemple, il y a eu une enquête qui a été faite sur des patrons de TPE en 2015 qui montrait qu'un certain nombre d'entre eux avaient des journées de plus de 10 heures, que les 3/4 des patrons de TPE rapportaient du boulot à la maison et 4% d'entre eux travaillaient après 21 heures. Or, le sommeil, c'est une question d'équilibre. On a le sommeil en fonction de la qualité de la journée que l'on a. Donc, si on a une journée qui prend trop de place, qui est trop volumineuse, qui n'est pas suffisamment bienveillante, et ben, inexorablement, ça déséquilibre le sommeil. Et puis, il y a un certain nombre de populations auxquelles on ne pense pas toujours pour les problèmes de sommeil, qui sont les gens qui travaillent de nuit. Et c'est quand même un volume de gens très important. 15,4% de gens travaillaient la nuit, et ce n'est pas sans conséquence sur notamment leur alimentation, leur fatigue. Souvent, quand on travaille de nuit, on a tendance à grignoter, et donc on a non seulement des problèmes de sommeil, mais des problèmes alimentaires souvent pour les travailleurs de nuit. Alors, c'est important le sommeil pour la santé, hein, c'est quelque chose auquel il faut, ça demande de prendre soin, parce que le manque de sommeil a différentes conséquences. Par exemple, si on est en manque de sommeil, on travaille moins bien, on est moins efficace. Il y a eu une étude dans le journal Lancet qui a montré que les gens qui avaient un mauvais sommeil mettaient 14% de temps en plus pour faire une tâche, avec 20% de plus d'erreurs. Donc, en France, hein, on a tendance à travailler beaucoup. C'est un vrai sujet, le rythme du travail en France. On est un pays où des fois, on a l'impression qu'on se met vraiment à travailler à 6 heures du soir, à mettre des réunions tard le soir, alors que dans les pays anglo-saxons, à 5h30, tout le monde doit être dehors, et si on travaille tard, c'est mauvais signe. Donc, il y a un vrai enjeu de rythme de vie dans le sommeil pour pouvoir permettre de bien se reposer et au fond d'être plus efficace dans le travail, dans ce qu'on a à faire dans la journée. La privation de sommeil nous rend plus bêtes, entre guillemets, parce que ça entraîne une perte de 6% du glucose qui nourrit notre cerveau, ce qui explique qu'on a envie de grignoter pour compenser
ce manque de sucre au niveau du cerveau et le manque de sommeil peut être à l'origine de troubles alimentaires. Ça peut être source de déficit immunitaire, de risque accru de cancer, de diabète, d'obésité, de problèmes de concentration, perte de contrôle émotionnel, de vieillissement. Et souvent, il y a beaucoup de, moi qui suis psychiatre, il y a beaucoup de problèmes psychopathologiques, des fois, qui se guérissent simplement en prenant soin de son sommeil. Et avant de se lancer dans des longs traitements, des lourds traitements, ben, souvent, c'est intéressant de regarder comment est le sommeil de nos patients et voir s'il n'y a pas des améliorations qui peuvent être faites, ou en tout cas de s'accorder plus de temps de repos, de récupération pour prendre soin de sa santé. Mais il peut y avoir un effet embouteillage dans cette société. Hein. On veut bien travailler, on veut être perfectionniste au travail, on veut faire des écrans le soir, on veut sortir le soir, et le sommeil, il est pris entre tout ça. Et le sommeil, c'est pas quelque chose, on appuie sur un bouton et il démarre, et on a une relation des fois consumériste au sommeil comme vis-à-vis des autres choses. Ça fonctionne pas comme ça, comme on va le voir progressivement. Alors, il nous faut en moyenne 7 à 8 heures de sommeil par jour. Je dis en moyenne parce qu'il y a des petits dormeurs et des gros dormeurs, mais en gros, c'est le besoin d'une très large majorité de personnes. Et souvent, dans ces problèmes de sommeil, ce qui nous joue des tours, c'est qu'on a une vision normative du sommeil. Il n'y a pas un sommeil normal. Il n'y a pas un nombre d'heures normal. D'ailleurs, notre sommeil va varier au cours de notre vie. Moi, à titre personnel, je ne dors pas aujourd'hui comme je dormais il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et ce qui est important, ce n'est pas la quantité de sommeil, c'est la qualité de sommeil. Parce que très vite, comme on est amené à juger notre sommeil, eh ben, il y a une sorte de machine à blabla qui nous dit « Ah, j'ai pas fait mes 7 heures, j'ai pas fait mes 8 heures, donc ça va pas aller bien. » Et finalement, on entraîne une spirale négative. On peut dormir certaines nuits 3 heures, 4 heures, pour X raisons, et finalement se réveiller en forme. Et donc, si on est en forme, eh ben, il n'y a pas de problème. C'est important de sortir de cette normalisation de sommeil et d'arrêter ce sport qu'on a trop souvent tous, de juger notre sommeil. Le sommeil normal, ça n'existe pas. Chaque jour, il y a un sommeil différent. C'est comme dans la méditation, au fond, hein, chaque jour est différent. On dit qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans la même eau parce qu'on n'est jamais 2 fois la même personne et l'eau n'est jamais 2 fois la même. Et bien, c'est pareil le sommeil. On n'a jamais 2 fois le même sommeil parce que c'est jamais le même sommeil et on n'est jamais la même personne chaque jour. Donc, sortons de cette ornière, cet enlisement de juger notre sommeil, de commenter ce sommeil, parce que ça crée des pensées, ça crée des émotions, et le sommeil, c'est comme un animal farouche. Il n'aime pas les pensées, il n'aime pas les émotions. Donc, plus vous commentez, plus vous pensez, plus ça fait fuir le sommeil. Et le sommeil, comme c'est un animal farouche, ben, il faut l'apprivoiser, tout doucement, comme le Petit Prince le fait avec le renard, en s'approchant tout doucement de lui, en lui faisant de la place. Alors, le sommeil est fait de plusieurs stades qui sont représentés par les ondes cérébrales. On a 4 types d'ondes, les ondes bêta, alpha, theta et delta. Les ondes bêta, c'est des ondes de fréquence rapide, parce que qu'on a plutôt dans la journée, parce que notre cerveau est en éveil, il doit réfléchir, raisonner sur plein de choses. Et puis au cours des différentes phases de sommeil, on va aller vers le sommeil profond, qui est le sommeil réparateur. On a des ondes delta de 1 à 4 Hz, donc on essaye de ralentir dans le sommeil la fréquence du cerveau, et c'est ça qui est récupérateur. Et si on est on n'a pas suffisamment de temps pour ralentir en fin de journée pour aller vers le sommeil, eh ben on empêchera l'arrivée des ondes delta et on aura un sommeil de mauvaise qualité. Même si on fait des écrans juste avant de s'endormir, ben on hyperstimule notre cerveau, donc il aura plus de mal à atteindre le sommeil profond, donc les ondes delta. Donc c'est pour ça que le sommeil, on verra tout au cours de cette présentation, ça se prépare dès le matin, toute la journée, pour arriver à ce ralentissement le soir, pour avoir un sommeil de bonne qualité. De même, un grand perturbateur du sommeil, c'est de dormir avec son téléphone juste à côté, parce que même si on l'a mis en mode avion, on sait que potentiellement on peut avoir un appel, on sait potentiellement qu'on peut être stimulé, et donc ça maintient notre cerveau en éveil. Et notamment chez les adolescents, il faut
vraiment leur dire de laisser les écrans, les téléphones dans la salle à manger, qu'aucun écran, aucun téléphone doit être dans la chambre. Et même si vous êtes en mode avion, je vous encourage, faites-vous un beau cadeau à votre sommeil, offrez-vous un vrai réveil et laissez le téléphone dans le salon pour pas que ça crée cette hyperstimulation. Même si, comme je vous dis, il est en mode avion, votre cerveau, il sait que peut-être potentiellement, il peut y avoir un message, il ne l'oublie pas et ça crée des ondes bêta, donc rapides, pendant votre sommeil profond qui va perturber votre sommeil profond, qui est celui qui est récupérateur. Alors, un autre aspect, c'est l'aspect hormonal du sommeil. Le sommeil est déclenché par la sécrétion de mélatonine le soir, qui favorise le sommeil. Et la mélatonine, c'est un produit de la sérotonine, qui est notre hormone, notre neurotransmetteur. La sérotonine, c'est quelque chose qui est important, qui régule notre humeur. D'ailleurs, la plupart des antidépresseurs sont des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine pour augmenter le flux de sérotonine de notre cerveau. Et la sérotonine se fabrique dans la journée. Elle se fabrique comment dans la journée? Plus on bouge, plus on pratique une activité physique dans la journée, plus notre corps est en mouvement, plus on fabrique de la sérotonine. Et donc, plus le soir, on fabrique de la mélatonine. Finalement, sans activité physique dans la journée, pas de sérotonine, pas de mélatonine et pas de carburant pour nous endormir. C'est pour ça que dans le confinement, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des problèmes de sommeil parce qu'il n'y avait pas suffisamment de contraste entre une journée active et le sommeil. Donc, je vous encourage à être en mouvement dans la journée. Comme je vous dis, le sommeil, ce n'est pas quelque chose sur lequel on appuie, ça se jardine dès le réveil. Donc, dès le réveil, de se mettre en mouvement, d'être debout. Moi, j'encourage mes patients, en tout cas, de ne pas rater une occasion d'être en effort physique, de marcher, de monter à pied les escaliers et même de travailler au bureau debout. En travaillant au bureau debout, on est en mouvement, en action. Le piège, c'est vraiment la sédentarité et le canapé. Et en étant dans ce mouvement, on prépare le sommeil du soir. Il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, on a été des hommes préhistoriques, et les hommes préhistoriques, on était en mouvement. Ça fait même pas 100 ans que le canapé a été inventé et on se loge dans le canapé et ça fait 35 ans que l'ordinateur existe et qu'on est vautré devant l'ordinateur dans le canapé. Donc, toute notre physiologie est faite pour être en mouvement. Donc, c'est important pour prendre soin du sommeil, de mettre du mouvement dans la journée. Et il y a même des entreprises qui font des réunions debout, des réunions en marchant, qui ont même des bureaux avec des tapis roulants à 2 km à l'heure pour avancer tout en travaillant à l'ordinateur. Donc, de vigilant qu'on ait cette dose d'activité physique dans la journée. Ce n'est pas forcément du sport, c'est du mouvement. Donc, d'être debout, d'être en mouvement, ça peut suffire. Alors, quelles sont les causes de mauvais sommeil? C'est le stress. Le stress, il nous arrive aussi parce qu'on passe beaucoup de temps à blablater dans notre tête, à juger la réalité. Et on peut travailler à moins commenter ce qui nous arrive, à développer une zen attitude, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, en thérapie ACT, la philosophie du surfeur. C'est-à-dire on ne choisit pas les vagues qui vont nous arriver, mais on peut choisir la manière de les négocier. Donc, comme il y a plein de choses qui nous arrivent sans qu'on le prévoie, de les commenter, ça ne sert à rien. L'enjeu, c'est d'apprendre à négocier les choses et on s'économise du temps de pensée et donc en commentant moins, du temps d'émotion qui vont perturber notre sommeil du soir. Les contraintes de productivité, un vrai poison, c'est les il faut, les je dois. Et l'entreprise est pleine de il faut, je dois et d'objectifs. Moi, je travaille avec mes patients à remplacer les il faut, je dois par je choisis et je décide. Les autres perturbateurs du sommeil sont la technologie, tous les écrans bleus. Donc, il est important avant de dormir d'éteindre les écrans 1 heure à 2 heures avant de s'endormir pour pouvoir descendre progressivement vers le sommeil. Les nuisances sonores, les visuels aussi peuvent abîmer le sommeil. Les toxiques, donc alcool, cigarettes, drogue. C'est vrai que certaines personnes peuvent être tentées avant de s'endormir de se faire une cigarette. Le soir, on a bien travaillé en retard, on se dit je vais prendre un apéro parce que je l'ai bien mérité. Mais tout ça, ça peut être aussi source de perturbateurs de sommeil. Avoir un bébé, il faut savoir que l'arrivée d'un bébé enlève 550 heures de sommeil dans la première année à chaque parent.
Donc, c'est aussi une contrainte qu'il faut tenir compte quand on travaille, que cette première année du bébé, ça fait embouteillage et notamment dans les 3 premiers mois, c'est très éprouvant pour les parents. Moi, je peux vous dire qu'à titre personnel, à mon premier enfant, je prenais des gardes à l'hôpital pour dormir un peu plus. Donc, mais c'est un vrai… les enfants, c'est une vraie source de perturbation du sommeil. Et peut-être que dans un monde moderne et bienveillant, on doit tenir compte pour accompagner les gens dans la première année d'un bébé, notamment pour ce sommeil, garantir ce sommeil et de ne pas leur demander d'avoir la même intensité de production parce qu'il y a cette contrainte qui est incontournable. Alors, le piège, c'est que comme le sommeil, c'est un problème pour beaucoup de gens et qu'on le juge et qu'on voudrait un sommeil normal, on peut être tenté par trouver une solution pour régler ce problème de sommeil. Et la solution que beaucoup de gens essayent de trouver, c'est les médicaments. Or, les médicaments ne sont pas la solution au trouble de sommeil. Tout d'abord parce que l'insomnie, c'est d'abord, pour beaucoup de gens, un problème d'anxiété. Donc, c'est en traitant l'anxiété grâce aux thérapies comportementales et cognitives et à la thérapie ACT, thérapie de l'acceptation et de l'engagement, qu'on apprendra à être moins anxieux et que peut-être le sommeil ira mieux. Et puis, l'insomnie est sociétale, comme on l'a vu. 9 fois sur 10, c'est les rythmes de la société, tous ces rythmes de travail, comme on a vu, qui participent à abîmer le sommeil. Donc, le principal traitement, c'est de retrouver un rythme de vie qui soit congruent à nos besoins. Et donc, les médicaments, ça ne soigne pas notre manière de vivre et notre mode de vie. Ensuite, il y a les hypnotiques, c'est utile pour déclencher un sommeil, mais ça abîme le sommeil et ça ne génère pas de sommeil profond. Donc, c'est vraiment un pansement qui ne va pas régler le problème. Il n'y a aucun hypnotique qui procure un sommeil profond qui est le seul utile. Et en plus, les hypnotiques, les somnifères, sont source d'addiction. Et puis, chez les personnes âgées, ça peut être source de chute, de fractures qui peuvent créer d'autres problèmes. Et puis, les hypnotiques abîment la mémoire, diminuent les performances intellectuelles. On dit même qu'il y a des études qui disent que ça peut participer à l'éclosion de la maladie d'Alzheimer, à la baisse de la libido, à plein d'autres problèmes de santé. Donc, l'utilisation des hypnotiques doit être vraiment ponctuelle. Ce n'est pas la solution aux troubles du sommeil. Si on a vraiment besoin de médicaments pour des troubles du sommeil, notamment si on n'a pas de sommeil profond, en fait, c'est certains antidépresseurs à petite dose qui favorisent le sommeil, comme le Laroxine ou comme le Norset, des médicaments comme ça qui, quand c'est vraiment nécessaire, qui peuvent être prescrits. Et donc, je vous encourage, si vous avez des somnifères, de faire un programme d'arrêt des somnifères. Et pour arrêter, on diminue d'un demi-comprimé par palier tous les 3 semaines pour essayer de passer, d'utiliser autre chose que les somnifères. Parce qu'il y a des alternatives aux somnifères. Les alternatives, par exemple, ça peut être la phytothérapie. Il y a des plantes comme la mélisse, la passiflore, l'aubépine qui sont très utiles, qu'on peut trouver dans des substances comme le tranquital ou le grandion son d'or, je ne sais pas prononcer, qui peuvent être utiles pour le sommeil et favoriser le sommeil. Les fleurs de Bach, ça participe à traiter l'anxiété, qui est source d'insomnie, à trouver du calme ou de l'apaisement. Vous avez aussi l'aromathérapie, comme la marjolaine, la verveine citronnée ou la marjolaine à coquille, le lemongrass ou le lavandin. Toute cette huile essentielle participe à améliorer le sommeil. L'auto-hypnose, c'est quelque chose d'utile, mais aussi la relaxation, la sophrologie, le yoga et la méditation. En fait, pour l'histoire qui explique pourquoi je suis là, c'est que Petit Bambou s'est rendu compte que plein de gens utilisaient la méditation, il n'y avait plus d'utilisation de la méditation, vers 11 heures du soir. Parce que plein de gens détournaient la méditation pour les effets soporifiques que ça peut avoir quand le soir, on a moins d'attention que le matin quand on pratique la méditation, et donc ça crée du sommeil. Et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de voir si on ne pouvait pas faire un programme de méditation sur Petit Bambou spécial pour le sommeil. Et c'est comme ça que j'ai conçu le programme Sommeil Serein que vous pouvez retrouver sur Petit Bambou, qui est un programme d'entraînement à retrouver le sommeil, à favoriser le sommeil, qui est vraiment dédié à cela. Et je vous encourage de l'expérimenter et puis de me faire vos retours. Donc,
Comme je disais tout à l'heure, cultiver son sommeil, il faut cultiver son éveil pour soigner son sommeil. Alors, comment on fait pour cultiver son éveil, pour soigner son sommeil? Déjà, ce qui est important, c'est prendre le temps de se lever, prendre le temps de se déchiffonner le matin, de se mettre en ordre le matin. Parce que si on part tout chiffonné, on est tout chiffonné la journée, on est grognon et on dort mal. Donc, le matin, on prend le temps d'avancer pas après pas. On se fait sa toilette, on prend son petit déjeuner, on fait une première activité et tout doucement, on se met en route. Il ne faut pas hésiter à revenir à la mode asiatique où on fait des activités avant de commencer à travailler, et plutôt que le mode bon élève, on va vite au travail et peut-être après on méritera d'avoir une récompense ensuite. Prendre le goût de la vie, mettre du sens dans la vie, être engagé dans la vie, hein, c'est propre de la thérapie de l'acceptation de l'engagement. Choisir des activités qui nous font du bien, bouger, rire, aimer, privilégier des choses, donner du sens. Plus on est vivant, plus on est cohérent avec soi-même, plus le soir, on peut se poser, être simplement là et s'endormir tranquillement. Si on voit la vie comme un problème, si on est en lutte contre la vie, sans surprise, on dort mal. Il y a un principe chinois qui dit, dans médecine chinoise, qui dit, si vous voulez guérir un patient, demandez-lui s'il est prêt à accepter, à renoncer à ce qui le rend malade. Donc, plutôt que de mettre des pansements sur des médicaments, posons-nous la question sur la manière dont on vit et peut-être qu'on a plus de choix qu'on l'imagine pour modifier certains de nos comportements de vie et donc d'avoir une journée de meilleure qualité qui prépare mieux le sommeil. Donc, au fond, le sommeil, hein, c'est cette délicate alchimie de notre capacité à bien gérer notre journée émotionnellement, physiquement et mentalement, et notre capacité à savoir débrancher notre mental le soir. Et ça, c'est un apprentissage. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup les thérapies comportementales et cognitives. C'est un apprentissage de savoir être en action dans la journée et le savoir le soir de débrancher, d'être continent de ses pensées le soir. Ça s'apprend et c'est une éducation à avoir chaque jour et de s'améliorer chaque jour. Au niveau du sommeil, spontanément, le meilleur sommeil qu'on a, c'est à l'adolescence. Souvent, physiologiquement, il s'altère par la suite, mais on peut trouver en vieillissant un meilleur sommeil parce qu'on dit que l'âge où on est plus heureux, c'est entre 50 et 75 ans parce qu'on se pose moins de problèmes, on est moins dans des attentes et on arrive à vivre plus simplement. Et parfois, ça améliore le sommeil à ce moment-là. Donc, j'ai envie de vous taquiner, hein, on est condamné à la zen attitude. Au final, dans ces problèmes pour jardiner ce sommeil. Autre chose qui est aussi important, c'est les habitudes de vie. L'être humain est fait pour des rythmes. Est fait pour l'être humain, la physiologie humaine n'aime pas les changements. Elle aime bien les rituels. Donc, je vous encourage à créer des rituels le soir sur vos heures de sommeil, sur l'alimentation, de vous interroger sur vos rythmes de vie, d'écouter les premiers signaux de sommeil. Le sommeil, c'est comme un train. Il faut prendre le train. Si on attend, on se dit « Oh, je ne peux pas tout de suite, j'ai pas envie de dormir, je vais faire autre chose ». Si on rate le train, on peut casser ce rythme du sommeil. Ralentir le soir, hein, on descend en douceur le soir, prendre le temps le soir d'aller dormir, de se contacter à une vie plus sensorielle. Si vous avez des problèmes, des choses qui vous soucient, je vous encourage à prendre un crayon et puis à les mettre sur un carnet à quel moment le lendemain vous avez à y penser pour vous soulager l'esprit. Finalement, muscler votre connerie d'être le soir, c'est comme ça qu'on dort le mieux. Mettez des marqueurs forts le soir. Par exemple, quand vous mettez tel événement, ça signifie à votre cerveau que vous allez bientôt dormir. Quand vous mangez à telle heure, quand vous brossez les dents, c'est que vous allez bientôt dormir. Mettre des marqueurs comportementaux très forts, de façon pavlovien, vous dites à votre cerveau, tout doucement, on va aller vers le sommeil. Et puis, quand vous vous couchez, de vous connecter à des sensations, la sensation de drap. D'ailleurs, c'est bien d'avoir des draps frais, des draps propres, aérer votre pièce, refroidir le corps et la chambre participe à mieux s'endormir, et de vous mettre au contact des sensations et de vous concentrer sur votre respiration, que vous accueillez simplement là, des longues respirations tranquilles, comptez jusqu'à 10 respirations lentes et profondes avec le ventre,
pour vous laisser embarquer dans les bras de Morphée, au contact de l'expérience sensorielle du toucher des draps, pour être juste là, simplement là. On conseille juste avant de s'endormir de ne pas prendre de bain parce que ça éveille la tête, de refroidir, donc je vous ai dit, le corps et la chambre, d'aérer les pièces. Tout ça sont des facteurs qui favorisent le sommeil, de dîner tôt, léger, d'éviter les excitants le soir et bien entendu d'être dans une déconnexion digitale le soir. Alors, parfois on dort mal. Alors, comment on fait quand on dort mal? Parce que des fois, il y a des mauvaises nuits, parce qu'on n'est pas bon temps. Ben, ce n'est pas grave. Il ne faut pas vous voir tout de suite, comme je vous ai dit, que un mauvais sommeil peut avoir des conséquences sur la santé. Ce n'est pas parce que vous avez fait une mauvaise nuit que vous allez avoir un cancer, un diabète et tout ça. Donc, il faut sortir de ce catastrophisme. Ce n'est pas grave d'avoir de temps en temps un mauvais sommeil, parce que plus vous y pensez, plus vous en faites un problème, plus ça aggrave la situation. Donc, un mauvais sommeil, c'est aussi une expérience à vivre. Il faut savoir l'accueillir, pas le juger, et laisser la physiologie se rééquilibrer. Mais ceci dit, si vous vous réveillez fatigué, il y a des astuces. Tout d'abord, si vous faites des grands bâillements très théâtraux, comme ça, vous faites des microsecondes de sommeil profond. Donc, moi, je sais qu'à titre personnel, je peux faire une nuit blanche et en une matinée, en bâillant à me tordre la mâchoire régulièrement, récupérer de cette nuit blanche. Donc, si vous êtes en manque de sommeil, bâillez dans la journée au lieu de les retenir poliment. Au contraire, exagérez ces bâillements pour récupérer de ce sommeil. De même, la sieste, de faire des siestes de moins de 30 minutes, ça permet de récupérer. Donc, n'hésitez pas en fin de matinée ou juste après le déjeuner de faire une sieste de maximum 20 minutes, parce que si vous faites plus, vous engagez dans une phase de sommeil beaucoup plus longue et là, vous allez voler du sommeil au soir. Donc, mettez votre réveil. Que vous ayez dormi ou pas dormi, c'est pas grave. C'est un temps calme de 20 à 30 minutes. Et d'ailleurs, les navigateurs en mer, quand ils font la route du Rhum, le tour du monde, ils ne peuvent pas faire une nuit de sommeil. Donc, ils font des tranches d'une demi-heure régulières comme ça. Et puis, le tour du monde, ça prend 4 mois et ils reviennent en bonne santé. Donc, vous voyez, ce n'est pas une quantité de sommeil qui est importante, c'est la qualité, la manière dont on le gère. Donc, si vous avez mal dormi, eh ben, c'est pas bien grave. Vous avez des astuces à votre disposition. À vous de les prescrire. Tout d'abord, donc, comme je vous l'ai dit, ne en faites pas un problème et prescrivez-vous des bâillements et éventuellement un temps calme, une sieste. Des fois, c'est possible au travail. Des fois, quand il fait beau, on peut aller sur un banc dehors. Et puis, vous pouvez aussi motiver votre entreprise pour faire des bulles de récupération, comme il existe dans les entreprises bienveillantes et modernes, où on peut se récupérer parce que certaines entreprises ont compris que plus les salariés sont en forme, plus ils sont efficaces, mieux ils travaillent. Donc, c'est un vrai enjeu de société. Donc, pour conclure cette première partie, j'ai envie de vous rappeler ce que je vous disais au début. Le sommeil, c'est un animal farouche. Il n'aime pas les pensées, il n'aime pas les émotions. Plus vous voulez le contrôler, plus ça fait fuir. Plus vous l'observez, plus vous les pensez, vous pensez commenter votre sommeil, plus ça fait fuir. Donc, il vous attrapera à l'insu de votre plein gré. Donc, on a 3 cerveaux. Le cerveau mental, le cerveau sensoriel et le cerveau d'action. Si vous êtes branché le soir trop au mental, dans les ressassements, dans les ruminations ou à commenter le sommeil, ça le fera fuir inexorablement. Tout l'art, c'est le soir de se brancher sur le cerveau sensoriel pour tout doucement que le sommeil vienne vous prendre à l'insu de votre plein gré. D'où tout ce travail sur le mental, pour apprendre à débrancher le mental, notamment quand on est anxieux ou quand on est déprimé, de faire ce travail nécessaire en thérapie comportementale et cognitive. Donc, danger sur les médicaments, comme je vous ai dit, il faut les prendre à bon escient. Donc, voilà, je vous ai fait une présentation sur le sommeil. Maintenant, il nous reste une demi-heure ensemble. J'aurais voulu vous faire maintenant une pratique de méditation et après, on aura un quart d'heure pour nous, pour discuter, pour échanger, si vous avez des questions, des interrogations, besoin de compléments d'informations. Donc, je ne vais pas vous proposer une méditation pour dormir parce que c'est peut-être pas le moment en pleine journée, mais dans mon programme de méditation, le sommeil serein, je propose ce qu'on appelle un exercice qui s'appelle la carte SIM, qui permet de se réancrer dans l'instant présent
Parce que plus on vit instant par instant, présent dans le présent, plus ça prépare le sommeil du soir et ça nous permet de décrocher de notre mental qui a tendance à dériver dans le passé au risque de ressasser sur ce qui ne peut pas être changé ou dériver vers le futur, générer dans l'anxiété, une anxiété anticipatrice, alors que dans la réalité, si on connaissait le futur, en tout cas, moi, je jouerais au loto, donc je ne connais pas le futur. Donc le seul endroit où on peut vivre, c'est l'instant présent. Mais ce n'est pas évident de rester dans l'instant présent. Et donc cette carte SIM, cet exercice de la carte SIM, c'est un exercice très utile pour se réancrer dans le présent. Donc SIM, ça veut dire S comme sensation, I comme intériorité et M comme monde. Donc, j'ai parlé beaucoup, un peu vite, parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. J'avais envie de vous dire beaucoup de choses. On va essayer de ralentir. Je vous propose de vous asseoir confortablement sur une chaise, si vous êtes sur une chaise, en tailleur, de vous mettre le dos bien droit, de bien vérifier votre position, le bassin légèrement en élévation, la tête bien droite, le menton légèrement rentré, dans une position bien digne, les mains soit sur les genoux, soit la main droite ou dans la main gauche. Et si vous êtes d'accord, je vous propose de fermer les yeux et de suivre ce que je vous propose. Commencez pour essayer de se recentrer. Je vous propose d'accueillir votre respiration. Qu'importe la respiration que vous avez, tout comme le sommeil, et de faire de la place à cette respiration, sans jugement, sans commentaire, afin d'en prendre pleine conscience. Juste là, simplement là. Nous allons commencer le S de SIM. S comme sensation, nous allons faire le tour de nos sensations. Tout d'abord, je vous propose de vous connecter à votre perception tactile et tout d'abord l'appui de vos pieds sur le sol. Observez quelles sont les zones de vos pieds qui touchent le sol. À quelle distance sont vos pieds l'un de l'autre. Quelle est la texture du sol que vous ressentez avec la plante de vos pieds. Toujours en faisant le plus de place en vous pour accueillir cette perception tactile sans jugement, sans commentaire, afin d'en prendre pleine conscience. Observez l'appui de vos cuisses sur votre siège, l'appui de vos fesses sur le siège. Observez les différences de pression. Observez la texture de votre siège. Toujours sans jugement, sans commentaire, afin d'en prendre pleine conscience. Être juste là avec cette expérience sensorielle du toucher. Observez le toucher de vos mains sur vos cuisses, le toucher de vos bras le long du corps. Ressentir le poids de vos épaules qui tombent. La tenue de vos rachis, votre rachis qui s'érige comme ça le long du dossier.
toujours en faisant le plus de place en vous pour accueillir cette expérience sensorielle et tactile, sans jugement, sans commentaire, afin d'en prendre pleine conscience. Observez vos vêtements, le contact de vos vêtements sur vous. Le contact de vos cheveux. Être juste là avec ces sensations. Maintenant que nous allons faire le tour de l'expérience tactile, je vous propose de porter votre attention sur l'expérience auditive. Observez les bruits qui sont à l'extérieur de la pièce où vous êtes, de l'endroit où vous êtes, toujours en les accueillant, sans jugement, sans commentaire, afin d'en prendre pleine conscience. Les bruits qui sont autour de vous, dans la pièce où vous vous situez. Et enfin, peut-être, les bruits que votre corps fait. En respirant, le cœur qui bat. Regardez comment vous pouvez faire de la place à toute cette expérience auditive que vous percevez à cet instant-là. Et accueillir ça avec douceur et bienveillance, afin d'en avoir pleine conscience. Maintenant, ça vous fait le tour de cette expérience auditive. Je vous propose de porter votre attention sur ce que vos yeux perçoivent, même si vous avez les paupières fermées. Parce que derrière les paupières, il y a parfois des lumières, des éclairs, des perceptions visuelles. Je vous propose de porter votre attention sur ces perceptions visuelles qui s'offrent à vous et de faire toujours toute la place nécessaire pour les accueillir, sans jugement, sans commentaire, afin d'en prendre pleine conscience. Continuez. Maintenant, portez votre attention sur ce que perçoit votre nez. Il y a peut-être une odeur autour de vous, une odeur sur vous. Je vous propose pareil, de faire de la place pour cette perception olfactive, sans jugement, sans commentaire, afin d'en prendre pleine conscience. Juste là, cette perception.
Enfin, peut-être dans votre bouche, il y a un goût. Je vous propose de vous connecter à ce goût qu'il y a dans votre bouche, s'il y en a un, et toujours pareil, de faire toute la place nécessaire pour accueillir ce goût, sans jugement, sans commentaire, afin de prendre pleine conscience. Et d'être juste là, avec toute cette expérience sensorielle que je vous ai proposé d'avoir, qui vous a permis de cheminer de l'expérience tactile à l'expérience auditive, l'expérience visuelle, l'expérience olfactive et l'expérience gustative. Juste là, avec ces sensations, cette expérience. Voilà, c'est le S de la carte C. Maintenant, je vous propose d'explorer le I de intérieur. Pour commencer, je vous propose de porter votre attention sur l'émotion, les émotions que vous pouvez avoir à cet instant. Une émotion, c'est quelque chose qui nous informe de nos besoins et qui nous donne l'énergie pour les satisfaire, si on le veut, si c'est possible. Donc regardez si à cet instant, il y a une émotion en vous qui s'exprime souvent par une expérience corporelle, qui est médiée par notre système nerveux sympathique. Donc regardez où cette émotion se loge en vous, dans votre corps, dans quels organes. Faites de la place à cette expérience émotionnelle, toujours sans jugement, sans commentaire, afin d'en prendre pleine conscience. Laissez votre corps exprimer ce vécu émotionnel avec bienveillance. Puis, je vous propose de porter votre attention sur vos sentiments. Peut-être qu'il y a un sentiment à cet instant. Un sentiment, c'est quelque chose qui vient colorer votre expérience du moment, qui dure plus dans le temps. Regardez quel est votre sentiment à cet instant, votre état d'âme. Toujours pareil, faites-lui de la place pour l'accueillir, puisqu'il est là. Sans jugement, sans commentaire. Quel est votre sentiment, votre état d'âme à cet instant? Juste là, à côté de ce sentiment. Enfin, dans le I d'intériorité, il y a aussi des pensées. Il y a peut-être des pensées qui traversent votre mental à cet instant, votre esprit. Regardez avec curiosité ce flux de pensées. Comment les pensées apparaissent, comment elles disparaissent. S'il y a des thématiques communes, comment elles virevoltent, et qu'elles restent, qu'elles passent rapidement. Être juste là, curieux et observateur de ce flux de pensées, sans les juger, sans les commenter. Être juste là, à côté de ces pensées qui vont, qui viennent, comme un torrent, une rivière. Voilà, nous avons fait le tour de I comme intériorité. Maintenant, pour accéder au M comme le monde, je vous propose d'ouvrir vos paupières et de regarder autour de vous tout ce qui vous entoure. Les objets, les meubles, les paysages, les gens. Toujours sans jugement et commentaire, juste percevoir le monde qui vous entoure, dans lequel vous êtes.
Voilà. Je vous propose d'arrêter maintenant cet exercice de méditation. Et je passe la main maintenant à Marie pour que nous ayons un temps d'échange et de discussion dans les 10-15 minutes qui nous restent. Merci à vous. Merci Jean-Christophe pour ce moment de détente, très agréable. Je suis désolée, c'est vrai que la connexion, elle n'est pas très très bonne. Même l'audio, on entend un peu de grésillement. Je pense que le débit en Bretagne, là où tu es, ne nous a pas rejoints pour ce midi. Ça dépend de la marée. C'est ça dépend de la marée. Merci beaucoup. Si vous avez des questions à poser à Jean-Christophe, alors sur le sujet du sommeil, sur le programme qu'il a fait pour nous, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo à poser vos questions. Moi, j'en avais une pour toi, le sujet du sommeil, donc c'est un sujet qui nous touche tous. Dans le cadre professionnel, aujourd'hui, quelles seraient les grandes conséquences d'un mauvais sommeil d'un point de vue risque psychosociaux, d'un point de vue stress, d'un point de vue état du salarié quand il arrive au travail et sur la durée, qu'est-ce que ça peut générer dans le cadre de l'entreprise? S'il n'y a pas un temps de récupération suffisant par rapport au temps de travail, ça crée une usure de l'individu qui peut se traduire chez certains par une souffrance au travail, voire un burn-out, parce qu'on s'use au travail et on n'a pas le juste équilibre entre le temps de travail et le temps de repos. C'est important d'observer cet équilibre et c'est un vrai problème, je trouve, en France, où le temps de travail prend beaucoup de place et on travaille souvent, pour les cadres, trop longtemps et trop tard et on ne sait pas décrocher notamment des portables qui sont des outils très dangereux quand on lit les mails le soir ou le week-end. Ouais. D'où l'importance de la déconnexion, le droit à la déconnexion. Tout à fait. Et ça fait partie des risques psychosociaux. L'employeur a une responsabilité de repérer si le salarié sait bien se déconnecter, sait bien se mettre en marge du travail pour faire ce qu'il veut de sa vie personnelle, mais en tout cas qu'il ait un temps de repos suffisant pour récupérer et pour ne pas avoir une responsabilité dans l'usure du salarié. Finalement, le travail, c'est comme un match de foot. Il y a un début, il y a une fin. On ne joue pas sans fin un match de foot. Donc, c'est pareil dans une journée de travail. Il faut savoir siffler la fin du travail, même si c'est très important. Et d'ailleurs, il y a une métaphore que je pense que tu connais bien, Marie, en méditation, qui dit que c'est bien de méditer un quart d'heure par jour, mais quand on n'a pas le temps, il faut méditer 1 heure. Et c'est souvent pas pour rien qu'on n'a pas le temps de méditer. Et c'est justement pour ça qu'il est important de méditer. Et que, comme je vous l'ai dit, au tout début, un salarié qui est bien reposé est beaucoup plus efficace et fait moins d'erreurs. Donc, c'est vraiment un pari gagnant pour l'entreprise. Et un salarié qui est heureux et qui prend soin de lui, il est plus performant et plus créatif. Oui, bien sûr. Et puis, on parle souvent des cadres et du travail derrière l'ordinateur, mais on a aussi toutes ces personnes qui ont du travail manuel et qui peuvent, sur certains cas, être dans des positions dangereuses. Et un manque de sommeil peut amener à des accidents du travail conséquents tout à fait. Pour le salarié. Il y a de la vigilance et là, il y a une responsabilité de tous de prendre bien soin de cet équilibre temps de travail, temps de repos. Et tu as dû, pendant d'ailleurs le confinement et même encore les gens qui sont encore en télétravail aujourd'hui, il y a dû avoir une accélération, ça, justement, de cette absence de déconnexion et peut-être le sommeil a été d'autant plus impacté par ces circonstances si particulières. Oui, il y a des études qui ont montré qu'une personne sur 2 pendant le confinement avait des troubles du sommeil parce que le différentiel entre la journée et le soir était moins important. Et puis, il y a des gens qui, quand on va au travail, on ne fait que le travail. Quand on travaille à la maison, il faut faire à manger, il faut s'occuper des enfants, il faut faire le ménage. Il y a plein de tâches qui vont se surajouter et que les cadres et les managers n'avaient pas forcément conscience. Et puis, comme tout le monde était dans l'urgence, on voulait travailler encore plus dans ce moment-là. Donc, ça a créé une usure. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis épuisés du confinement. Et puis, dans certaines entreprises, on leur a dit, bon, maintenant, après le confinement, il faut qu'on rattrape tout.
Et au lieu de se reposer, on leur demandait encore plus de travailler, ce qui mettait les gens dans une situation dingue. Et il y a des gens qui ont été très épuisés du travail et de la reprise du travail. Et aujourd'hui, quel conseil tu aurais pour toutes ces personnes qui restent encore en télétravail? Moi, je vois la plupart des gens que j'ai au téléphone aujourd'hui sont encore en télétravail. Quel conseil tu donnerais justement pour retrouver cet équilibre, pour pas que ce soit en continu? En fait, c'est un peu le sujet, c'est que le travail, la vie perso, toute la journée est en continu jusqu'au soir, jusqu'au coucher, du matin au soir. Donc, quelles seraient tes petites astuces justement pour ces gens spécifiques qui sont encore à la maison? Alors, je vais vous en donner plusieurs. Vous pouvez les retrouver sur mon blog. J'ai un blog qui s'appelle le blog à Palabre, où j'avais fait des vignettes notamment sur ces sujets-là. J'encourage les gens à avoir une demi-heure d'activité physique le matin, une demi-heure d'activité physique le soir. Si on peut, c'est bien de changer de vêtements pour ritualiser le fait qu'on est au travail et pas chez soi, de bien mettre des marqueurs, comme on a dit. C'est bien toutes les heures de faire une pause de 5 minutes de contemplation, on respire, on est simplement là, pour bien scander le temps de travail, de faire une vraie pause à l'heure du déjeuner, de savoir décrocher le soir, de couper le téléphone. Si on peut, c'est bien de travailler debout pour augmenter, avec des bureaux debout, pour lutter contre cette sédentarité qui fait que si le différentiel, comme on a vu, est moins grand entre la journée et le soir, on a des troubles du sommeil. De bien avoir des heures de repas bien ritualisées, bien régulières, et puis dès qu'on peut, de sortir dehors pour faire cet exercice le matin, le midi, s'il fait beau, on profite du moment pour déjeuner dehors, sur le balcon, à une terrasse. Le soir, de sortir, de s'aérer et vraiment avoir des marqueurs de temps. C'est toute la chronobiologie qui est importante, des marqueurs de temps très précis pour guider notre cerveau et notre mental. Et l'activité physique, ça peut être une balade autour du quartier, si on sait faire. Oui, ça peut être simplement marcher. Si on n'a pas envie de faire de sport, ça peut être simplement faire de la marche, monter les escaliers, s'aérer, et puis dans ce moment-là, d'être complètement con, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on laisse son cerveau, on est dans une sorte de contemplation, on est juste là, simplement là, pas marcher en se disant « Ah, il faut que je fasse ceci », à faire des listes dans la tête, ou le soir en se disant « Oh, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela ». C'est vraiment, vraiment un temps vraiment calme, vide. Et puis le soir, ce qui peut être important, c'est prendre un papier sur son agenda et noter toutes les choses qu'on a pensé à faire le lendemain. Comme ça, on les note. Et comme ça, on n'a plus à y penser. Et le matin, on prend un temps de carnet où on regarde, on reprend contact avec toutes les choses qu'il y a à penser. Ce qui nous évite le temps de ressassement entre les deux. On garde ça en tête et que ça vienne polluer notre esprit. Donc, le télétravail, souvent je dis c'est comme un marteau. Bien utilisé, c'est génial, mal utilisé, ça fait beaucoup de dégâts. Donc après, ça dépend comment on l'utilise. Et puis ça dépend des personnalités. Donc, il n'y a pas de règle. C'est à chacun de voir si ça fonctionne pour soi le télétravail. Ça dépend des métiers. Ça dépend aussi de l'entreprise, du contexte. Donc, c'est à chacun de se prescrire ça à bon escient. Et notamment, je rebondis sur la marche. Nous, dans l'application Petit Bambou, on a des séances de marche méditative, en l'occurrence, pour justement être pleinement conscient de cette marche et recentrer son attention, ne pas être dans les ruminations ou dans ce qui va arriver, la réunion dans 1 heure ou les choses à faire dans la journée. Ouais, non, en effet, il y a plein d'outils comme ça qui peuvent être super pour faire quand on n'a pas l'habitude, s'entraîner, c'est un apprentissage, à faire ces marches méditatives le matin, se faire une pause, des fois de 10 minutes, un quart d'heure, pas forcément très longue, de méditation le midi, pour faire recette à notre cerveau, ou le soir, d'utiliser, c'est le génie de notre époque, toutes ces applications comme Petit Bambou qui permettent de faire tout cela. Oui, super. Écoute, merci beaucoup Jean-Christophe. Le nom de ton blog, il est intéressant. Je pense que tu pourras le mettre dans les commentaires de la vidéo sur LinkedIn. Après, tu pourras le mettre comme ça, les gens pourront aller voir les astuces que tu recommandes à mettre en place. Donc, on n'a pas eu de questions. Écoutez, n'hésitez pas pour les gens qui verraient le live en replay de poser des questions dans les commentaires par la suite et moi je les transmettrai à Jean-Christophe et voilà, on pourra sans problème vous répondre si vous avez plus
de questions sur le sujet du sommeil. Je vais laisser le mot de la fin à Jean-Christophe. Juste avant, juste vous dire que on se retrouvera pour un nouvel atelier à la fin août, la dernière semaine d'août. Moi, je vais partir en vacances très prochainement parce que moi aussi, je suis un peu fatiguée de cette premier morceau d'année qui a été très intense pour tout le monde. Donc, 15 jours pour se ressourcer en Bretagne également. Et je vous retrouverai donc à la fin du mois d'août pour un atelier sur la psychologie positive pour démarrer la rentrée de bon pied. Jean-Christophe, merci beaucoup pour ton intervention. Je te laisse du coup conclure et je vous dis à tous à très bientôt. Merci. Merci à toi, Marine.